Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Nomino ergo sum. Je nomme donc je suis. Dirigé par Alain Koyanis et Martienne Martin. La collection Nomino ergo sum est dédiée aux études lexico-sémantiques et onomastiques, sans exclure de manière plus large celles qui prennent comme objet le fonctionnement et la construction de la signification, au plan discursif, interactionnel et cognitif. Tous les champs de l'humain sont concernés: histoire, géographie, droit, économie, art, psychologie, sociolinguistique, mathématiques, pour autant que l'articulation épistémologique se fasse autour des lignes de force de l'intelligibilisation linguistique du monde. Comité scientifique. Victor Alouche, Université de Montpellier, Gérard Baudet, Institut français de l'éducation, École normale supérieure de Lyon, Georges Bottet, président honoraire de l'Institut Psychanalyse et Management, membre de l'Association européenne de psychanalyse Nicolas Abraham et Maria Torok, Kurt Brenner, Université de Heidelberg, Allemagne, Vlad Koyokaru, Institut de philologie romana, IACH, Roumanie, José do Nascimento, IUT Orsay, Université Paris-Sud, Claude Ferral, Université de La Réunion, Laurent Gauthier, Université de Bourgogne, Sergei Gorajev, Université Gorki et Ekaterinbourg, Russie, Julia Kuhn, Université de Vienne, Autriche, Judith Patouma, Université Sainte-Anne, Canada, Jean-Marie Prieur, Université de Montpellier, Dominique Tiana Razafindra-Tsimba, Université d'Antananarivo, Madagascar, Michel Tamine, Université de Reims-Champagne-Ardenne, Diane Vincent, Université Laval, Canada. Du même auteur. La Grande Encyclopédie des lieux d'Alsace, La Nuée bleue, Strasbourg, 2003-2010. Entrée en matière. Introduction. L'origine du langage reste à la fois une énigme et une quête désirée. De nos jours, les études en ce domaine font souvent appel à des disciplines extralinguistiques, notamment la biologie, ce qui pourrait s'interpréter comme une déconvenue de ce que la linguistique en tant que science ne soit pas parvenue à trouver la solution à ce problème, certes complexe. Pourtant, elle seule en est capable car démise en branle phonatoire à l'idéal de communication universelle, le langage est un outil à la mesure de l'homme, fabriqué par l'homme, cet artisan. Cette vision humaniste du langage, qui n'est peut-être pas la bonne, est en tout cas la mienne. Elle oriente ma recherche dans le dédale des prises de position possibles. Ainsi, je n'ai pas engagé de réflexion dans le cadre du courant créationniste, car ses prémices se situent hors du champ du testable, et les raisonnements auxquels il laisse place sont évidemment conditionnés. Une annexe ethnolinguistique en fin d'ouvrage développe certains points de vue anté-scientifiques, présents notamment dans la Bible et qui, ayant édifié les esprits durant des millénaires, ont leur place légitime dans l'histoire de la pensée sur la nature et l'origine du langage. D'autre part, si le besoin de communiquer, la capacité d'émettre des sons et la sélection de l'oralité procèdent de l'évolution génétique, celle-ci ne peut expliquer la forme spécifique qu'a prise le langage. Pour cette raison, l'hypothèse selon laquelle il s'agirait d'un phénomène auto-organisé qui aurait émergé sans que l'homme en ait conscience ne paraît guère plausible. Cette lecture du monde, fascinante à bien des égards, se maintient dans l'idéal. Enfin, si, à titre comparatif, il a semblé intéressant de consacrer quelques lignes à la communication animale, et bien qu'on puisse logiquement supposer une continuité entre elle et le langage humain, cette question reste en dehors du sujet. L'humain et le langage étant constitutifs l'un de l'autre, c'est ensemble qu'ils se sont extraits de la gangue de l'instinct pour aborder consciemment le monde et leur histoire comme une page blanche où s'écrira le récit de leur apprentissage et de leurs expériences. Ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est sa capacité à configurer un monde spécifiquement humain au moyen des mots. Si donc le langage est reconnu comme une production humaine, il ne peut avoir été d'emblée conventionnel puisque la nécessité de s'accorder sur la convention implique l'usage d'un langage. Celui-ci est donc naturel, ce qui ne veut pas dire qu'il ait été apporté par l'évolution à la manière d'un chromosome, ni qu'il relève d'une disposition innée comme la marche sur deux pieds, mais simplement que l'homme, pour l'établir, s'est servi de sa façon d'envisager la nature qui l'entoure et dont il fait partie. Par conséquent, il ne peut être que motivé. Toute prise de parole est guidée par un objectif sémiotique de désignation d'un référent à un allocuteur et par suite, il vaut mieux utiliser le même code si l'on veut se faire comprendre en retour. Rien donc de laissé au hasard.
Un langage arbitraire ou contingent, même et surtout aux origines, ne pourrait pas passer le cap des générations et serait perpétuellement mort-né. Du fait de la constante et nécessaire référence du langage primitif aux réalités du monde qui lui est extérieur, ce devait être un gros travail pour les premiers parlants de se faire comprendre, car le code naissait sur le vif. Il n'y avait pas, comme dans les langues plus évoluées, de lexique utilisable en prêt à parler. On pourrait comparer cette situation à celle du poète, qui cherche à exprimer l'indicible. Parmi les fonctions du langage déterminées par Jacobson, c'est certainement celle du travail sur le message ou fonction poétique qui a joué le rôle principal, construisant et affermissant les 5 autres. C'est pourquoi le langage ne semble pas pouvoir être apparu instantanément, dans un groupe alingue qui se serait transformé d'un seul coup en communauté linguistique capable de transmettre du sens et où tout a du sens. Au contraire, il a dû s'échafauder au long de dizaines de milliers d'années, à l'instar des autres outils de l'homme. Celui-ci a dû procéder par bribes, créant des mots et des phonèmes approximatifs, variables dans leur forme, aux focales conceptuelles mal ajustées, trop généralisantes ou trop particularisantes selon les cas, avec des pans entiers de réalité restés dans l'inconnaissance parce qu'intransmissibles faute d'être nommés. C'est pourquoi il me paraît impossible de dater l'origine du langage. Il sera montré, à travers l'exemple des sigles, qu'il est en constante élaboration. Une corrélation à souligner est que la lente maturation du langage évolue parallèlement à l'hominisation. L'homme ne s'est pas sans transition distingué de l'animal. Une société de primates n'est devenue la société humaine que très progressivement. L'homme artisan dont il a été question n'était tel qu'à un moment décisif, de notre point de vue. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Dit le proverbe, faux c'est au sommet lorsque sa qualité professionnelle a été reconnue suffisante. De même, l'homme ne peut être jugé humain qu'à partir du moment où l'hominisation a produit un certain degré d'humanisation. Pour revenir à des considérations plus spécifiquement linguistiques, il importe de faire la différence entre langage et langue. Le langage est une réalité abstraite qui ne se concrétise qu'à travers des milliers de langues. Cette différence structure le présent travail en 2 parties. La théorie est exposée dans la partie langage, les exemples dans la partie langue. Il semble pertinent de préciser que seul le langage possède une origine, les langues ont un commencement. En effet, le langage participe d'un processus de genèse, aussi bien dans son apparition et son devenir permanent que dans son apprentissage, qui se poursuivent en principe sans limite. Les langues pour leur part sont des segments empiriques de langage inscrits dans l'espace et dans l'histoire. Au départ, la langue se confond avec le processus du langage, mais s'historicise en se dialectalisant, en se créolisant, en s'écrivant, voire en disparaissant. Si le langage ne peut avoir d'origine sans qu'en même temps ne débute une langue, à l'inverse, toute langue, voire toute parole nouvelle, concourt à l'évolution du langage. Une 3e partie, raisonnement abouti, décrit la naissance de la parole. Beaucoup considèrent l'origine du langage comme une quête vaine, illusoire, voire interdite, parce que la naissance d'une langue, de la langue première, est un fait non observé, inobservable, par conséquent impossible à étudier et placé hors du champ de la science. Vraisemblablement ce n'est pas même un fait, le processus s'étant déployé sur des milliers d'années. Pourtant, le langage et les langues constituées en sont les héritiers en droite ligne, et il n'y a pas de raison de penser que se soit produite à un quelconque moment une rupture capable de bouleverser un mode premier de communication entre les humains, que nous n'avons pas les moyens d'appréhender pour le transformer en ce que nous appelons une langue. De plus, comme toute possède une structure et un fonctionnement qui se ressemblent, une langue initiale a toutes les chances de présenter des similarités déterminantes avec les langues évoluées. À noter que les racines reconstruites de l'indo-européen commun, résultat logique de nombre de comparaisons entre langues différentes, ne sont pas plus observables, quoique admises par les linguistes. Toutes les racines se présentent comme des noyaux durs qui résistent à l'analyse, et ont constitué jusqu'à maintenant l'obstacle majeur à la remontée vers l'origine. Dès 1836, le linguiste Franz Bopp écrivait « Il n'y a que le mystère des racines ou en d'autres termes, la cause pour laquelle telle conception primitive est marquée par tel son et non par tel autre, que nous nous abstenons de pénétrer. La façon ordinaire d'envisager le fonctionnement du langage, c'est normal, et de donner la primauté au sens, c'est-à-dire à la première articulation en morphèmes, qui sont les unités significatives minimales. Étant donné que les morphèmes sont composés de phonèmes,
unité minimale distinctive, qui constitue la seconde articulation. La poursuite de l'examen dans cette direction peut mener à l'idée qu'une racine ne forme pas une globalité indépassable. À l'instar des physiciens qui ont scindé l'atome, les linguistes doivent admettre qu'une racine telle que saint, tirée du mot réputé le plus long de la langue française anticonstitutionnellement, après élagage de tous ses éléments de dérivation, soit composée de S et T. Cela supposerait qu'avant l'assemblage en morphèmes, le langage ait fonctionné selon une seule articulation, celle des phonèmes, qui n'était pas seulement distinctif, mais également signifiant. Pour filer la comparaison, rappelons la révolution conceptuelle qu'a entraînée la description de la physique quantique par rapport à la physique classique. C'est du même ordre. Le macroscopique s'explique par le microscopique sans qu'ils aient le même fonctionnement. La thèse défendue ici est que le langage est né in nucleo, dans certains phonèmes interprétés comme porteurs de sens. Vop l'avait sur le bout de la langue, si l'on ose dire, en parlant des sons discriminants, et certains penseurs d'autrefois en ont eu l'intuition, cherchant à expliquer les racines par des altérations d'onomatopée, d'interjections ou de sons proférés spontanément par exemple dans l'effort. Le langage ne remonte pas plus aux onomatopées que l'homme ne descend du singe, mais ils ont un ancêtre commun. Si elles ne sont pas à l'origine du langage, les onomatopées présentent pourtant des symptômes bien singuliers. Elles peuvent s'interpréter à travers les phonèmes dont elles sont composées, elles ressurgissent au cours du temps par opposition aux langues dont l'évolution manifeste un caractère irréversible. À la source du langage, la présence de phonèmes implique une rationalisation du continuum phonétique, qui ne peut se justifier que par une analogie entre d'un côté les traits pertinents de ces phonèmes à l'intérieur du système phonologique ainsi constitué, de l'autre certaines catégories de référents interprétés à travers cette grille. Or cette structure continue d'apparaître productive, ainsi qu'il sera montré à propos d'un grand nombre de mots qui ne s'expliquent ni par évolution historique, ni par dérivation, ni par interférence en situation bilingue, ni par emprunt, qui se manifestent comme des néologismes spontanés, tels en français, patte, coq, taper, dodu, bobine, tâche, clic, botte, tirer, gaffe, saut, zig et autres. Quoique ces termes désignent le plus souvent des éléments concrets du quotidien, on voit que rien dans leur forme d'ailleurs simple, ne pousse à y discerner d'imitation quelconque et comme la plupart n'émettent pas de son, il ne peut s'agir de résidus d'onomatopée. Voir à ce sujet la position de Jacques Lacan, ce sont les signifiants qui servent d'attracteurs dans l'acte de signaler des référents, permettant l'éclosion de signifiés, c'est-à-dire de sens linguistique, qui n'est pas forcément réel. Certains s'étonnent de ce que pour pénétrer l'origine du langage, il faille s'attarder sur des racines, onomatopées, phonèmes, qui font figure d'éléments secondaires et parcellaires. Ne devrait-on pas se centrer sur les relations logico-syntaxiques, qui présidant à la mise en phrase, fondent l'agencement du discours et sont à même d'apporter une vision bien plus concluante de la réalité psychologique ? Chomsky a utilisé cette approche, sans en tirer les résultats escomptés. En privilégiant l'analyse générative des rapports qui organisent la pensée et la façon de l'exprimer, démarche utile à ses visées cybernétiques, il a traité du langage dans l'abstrait, au stade de développement des langues occidentales modernes, point de vue inconciliable avec les origines, où l'implicite jouait vraisemblablement un rôle essentiel. La construction syntaxique n'est pas, comme il le croyait, le couronnement de l'évolution linguistique. Elle a toujours existé, au moins de façon elliptique. Vouloir identifier le modèle du langage au Global English sous prétexte qu'il est capable d'expliciter les mécanismes mentaux, boucle bouclée, en prenant le risque de mettre sous le boisseau les expressions d'ordre microculturel, poétique, symbolique, imagé, allusif, sacré, n'est-ce pas comme réduire l'humain au mâle blanc adulte, fort en maths et économiquement avancé ? L'objectif de la science n'étant pas d'expliquer d'un point de vue causal mais de reconstituer des conditions initiales, le présent travail se veut une contribution linguistique visant d'une part à établir un modèle apte à décrire la genèse du langage, de l'autre à montrer comment un tel principe est à l'œuvre dans toute strate synchronique de la parole et historiquement dans les langues. 1. Communication animale, langage humain. Le langage humain se présente comme une variété de la communication universelle, telle qu'elle se manifeste par exemple dans les forces en physique, gravitationnelles, nucléaires, électromagnétiques, dans les échanges chimiques, écologiques, sociaux. Les animaux, qui sont les êtres les plus proches de l'homme sur le plan de l'évolution, utilisent divers moyens de communiquer.
De même que les langues actuelles sont la première langue devenue selon certaines lois, il n'est pas impossible qu'au terme d'un processus d'une durée indéfinissable, le langage humain résulte de la transformation d'un langage non humain. Un scénario de rupture totale, d'innovation radicale, cadrerait mal avec ce que l'on sait des mécanismes évolutifs. Il faudrait admettre que l'homininé, ancêtre commun de l'homme et du chimpanzé, ait détenu le langage en germe, développé chez l'un et non chez l'autre. La comparaison entre communication animale et langage humain permet de faire ressortir ce qui a été hérité et ce qui a été modifié. Les animaux communiquent de multiples façons. Chant des oiseaux, danse des abeilles, cri du chien, posture du loup. Ainsi il semble que le chien possède un répertoire de 10 vocalisations différentes, dont 6 aboiements dits d'avertissement, d'alerte, d'isolement, de jeu, de besoin et sur-ordre, auxquels il faut ajouter le grognement, le gémissement, le hurlement et le jappement, sans compter le cri de douleur qui tient du réflexe et non de la communication volontaire. On observe quelques curiosités chez différentes espèces. Chez certains oiseaux, le chant est inné, chez d'autres il est acquis. Dans ce cas, on peut transférer un jeune d'une espèce dans un nid d'une autre espèce, il en adoptera le chant. On peut observer de menues dissemblances entre les chants de groupes ou nids différents, à l'intérieur d'une même espèce. Il s'agit en quelque sorte de dialectes. D'un autre ordre, des chercheurs ont montré que des baleines australiennes, au contact d'un autre groupe venu de l'océan Indien, auraient adopté et utilisé le chant des nouvelles venues, ce en moins de 2 ans. Ces phénomènes d'acculturation et de diversification dans la communication mettent en évidence la notion de culture communautaire dans le règne animal. Les Chlorocébus, singes d'Afrique subsaharienne, utilisent des cris distincts pour avertir de l'approche d'un aigle, d'un serpent ou d'un léopard. Dans le premier cas, la troupe s'allonge au sol dans un buisson, dans le deuxième elle grimpe aux arbres et dans le troisième elle fuit vers les plus hautes branches. Ces cris ne sont pas innés mais appris. Les bébés poussent le cri aigle dès qu'ils aperçoivent quelque chose qui tombe du ciel, fût-ce une feuille d'arbre. Mais lorsqu'un jeune pousse un cri d'alerte, un adulte vérifie l'information avant que le groupe ne réagisse. En reproduisant fidèlement chaque cri, des chercheurs ont obtenu le comportement associé. Ces observations montrent qu'il y a transmission d'informations, réaction comportementale adaptée à chaque information et évaluation de la fiabilité de l'information suivant une dichotomie adulte-jeune. Que l'information porte sur la présence de 3 référents canoniques, aigle, serpent, léopard, auquel correspond un code de 3 signifiants symboliques. Il y a donc existence de signes linguistiques signifiants signifiés avec 3 réalisations. L'exemple type qui permet de définir en quoi consiste la communication animale et quelle est sa différence avec le langage humain reste les danses des abeilles, amplement étudiées par von Frisch, dont Benveniste a tiré les conséquences linguistiques. Une abeille qui a découvert une aire de butinage va en informer ses congénères en exécutant 2 types de danses. La danse circulaire, qui indique la présence de la nourriture dans un rayon de moins de 100 mètres de la ruche, et la wagging dance, au cours de laquelle l'abeille, tout en frétillant de l'abdomen, décrit des 8, ce qui indique que la nourriture se situe à une distance comprise entre 100 mètres et 6 km de la ruche. L'inclinaison de l'axe de la danse par rapport au soleil donne la direction, et la quantité de 8 décrit est inversement proportionnelle à la distance. Plus la source est proche, plus ils sont nombreux. 9 à 10 en 15 secondes pour 100 mètres, plus la source est lointaine, plus la danse est lente, 2 en 15 secondes pour 6 km. Les abeilles apparaissent donc capables de produire et de comprendre un message portant sur un référent absent, puisque leurs propos visent précisément à permettre de le localiser à l'aide d'informations précisant la distance et la direction, qu'elles peuvent enregistrer, conserver en mémoire et communiquer analysé au moyen d'un code conventionnel de signaux de nature gestuelle visuelle. Ce message induit une réaction comportementale. Les abeilles informées se rendent sur l'aire de butinage indiquée. Les danses des abeilles peuvent être considérées comme un langage dans la mesure où l'on observe l'existence de transmission d'informations vérifiées par un comportement adéquat. Code de signifiant formalisant la distance et la direction d'une aire de butinage par rapport à la ruche, est connu de toutes les abeilles. Système d'opposition de type équipolant, danse circulaire, wagging dance ou graduelle, nombre de 8 en fonction de la distance. Combinaison de signaux,
La forme 8 sert à l'abeille pour indiquer à la fois l'orientation et la distance. Les danses des abeilles constituent donc un système rudimentaire de communication et d'information fondé sur une convention entre des signaux et une réalité de référence. Mais par comparaison avec le langage humain, on constate que le seul thème de communication, on peut difficilement parler de sujet de conversation, porte sur la nourriture. Une abeille est incapable de répéter le message d'une autre abeille, si elle n'a pas elle-même été témoin de ce à quoi le message se rapporte. Message et référent semblent indissociés. Il y a incapacité fonctionnelle de produire un message à partir d'un message, d'où inexistence de dialogue. Le codage est fixé dans la rigidité de l'instinct. Non seulement les abeilles ne sont pas conscientes du code utilisé, pas de fonction métalinguistique, mais un référent situé dans un endroit non prévu par le programme, von Frisch a placé expérimentalement une source de nourriture au sommet d'un pylône de radiodiffusion, ne donne lieu à aucun message intelligible. Les abeilles n'ont pas de signifiant pour indiquer en haut. Malgré le don d'information qui induit un sens directionnel, la communication n'a pas de sens significationnel. Les signaux exclusivement ordonnés aux référents ne signifient rien en soi pour les abeilles, qui ne se forment pas de concepts tels que nourriture, orientation, distance susceptibles de configurer mentalement leur monde. Il faut noter enfin qu'il existe un rapport nécessaire entre la forme communicationnelle et le référent en ce qui concerne la direction à prendre, indiquée par la position que l'abeille assigne à son corps, et la distance, liée proportionnellement à la quantité de 8 effectuée pendant le temps de la danse. Ces deux signaux sont donc des indices et non des symboles, comme l'est la danse circulaire. À moins qu'il ne faille interpréter cette dernière dans le sens de dans les environs proches, mais là c'est nous, les humains, qui traitons le signal comme un indice. Les signaux produits par les animaux ne peuvent pas être motivés parce qu'ils n'en sont pas conscients. Dans le langage humain, il n'y a en principe pas d'indice, c'est même la règle édictée par Saussure de l'arbitraire du signe, mais il s'en trouve quand même dans les onomatopées et dans certaines formes morphologiques, par exemple en tahitien, où la répétition d'un même mot entraîne une modulation itérative de son sens, voir page 124. D'une manière générale, l'homme dans son langage traite les indices comme des symboles parce que l'indice est lié au passé de la langue, dont on n'a pas besoin pour désigner synchroniquement un référent, voir l'exemple des sigles, page 47, mais ne peut s'empêcher de chercher à savoir s'il n'y a pas quelque chose de plus à comprendre derrière un signe littéral, voir l'interprétation, page 226. Ce comportement existerait déjà chez l'animal lorsque, sous l'effet de l'instinct de prédation, il établit un lien causal entre des indices tels qu'une trace, une miction laissée par une proie, et l'idée de proie, présente comme souvenir, désir. L'indice devient en quelque sorte le symbolisant correspondant au symbolisé proie. Le langage humain est lui aussi un système de signaux symboliques codés permettant de communiquer et d'informer. Mais il est infiniment plus riche et plus complexe, et d'une portée incomparable dans tous les domaines. Tout d'abord, il est articulé, c'est-à-dire qu'un signe peut être décomposé en d'autres signes. C'est ainsi qu'il possède 3 répertoires sur l'axe de sélection des éléments d'expression, axe paradigmatique. Celui des sons ou phones, dont le nombre est variable pour chaque langue, autour d'une 30aine en moyenne, organisé en éléments fonctionnels, les phonèmes qui sont les plus petites unités distinctives, système phonologique. Celui des morphèmes, plus petites unités de sens, eux-mêmes composés de phonèmes, qui constituent en synchronie les radicaux ou lexèmes, et en diachronie les racines étymologiques. Celui des lèmes ou lexis, unités standards de sens ou mots utilisables par les allocutaires, qui sont le plus souvent des combinaisons de morphèmes, lexèmes et gramèmes, par exemple, utilisables. Selon Martinet, le langage comprend 2 articulations, la première en phonème non signifiante, la seconde en morphème puis en lexie, porteuse de la signification. Toutes les unités sélectionnées sont combinables sur l'axe du temps, axe syntagmatique, selon certaines règles morphologiques et syntaxiques, de manière à former des phrases puis des textes, quasiment à l'infini. Alors que la communication animale se limite à quelques messages stéréotypés, le langage humain permet une communication dialogique avec un interlocuteur, avec lequel se noue peu ou prou une relation interpersonnelle. Apporte une information, mais en l'espèce fondée comme réponse à une demande formulée, celle-ci pouvant être indépendante de la situation vécue par les sujets, renvoie à une représentation du monde,
Une simple phrase telle que j'ai rencontré la concierge au supermarché ne se contente pas de porter sur deux référents déterminés, une personne et un lieu. Elle englobe toute une série d'arrière-plans culturels contenus dans les définitions des mots concierge et supermarché. Et polysémique, voir par exemple page 223. Chez l'homme, la quête de sens n'a plus rien de biologique, semble-t-il, mais il existe tout de même une finalité, celle de se libérer de la fascination qu'exercent sur l'esprit les objets et les phénomènes inexpliqués, angoissants faute d'être nommés. L'homme vit dans un monde de mots dont la structuration et l'organisation ne visent pas, ou pas seulement, à recouper la réalité, mais à donner des réponses. Pour ces raisons, il n'est pas étonnant que les plus anciens types de textes soient d'ordre narratif, mythique. Voir page 193-196. Ce qui distingue l'homme de l'animal est donc la constitution progressive d'un langage avancé, concomitante à l'émergence de la conscience. Les signes de la communication animale ne sont pas motivés, parce qu'ils relèvent de l'instinct, même lorsque nous croyons y repérer des indices. Si le langage humain est conscient, alors il est aussi motivé, et vice-versa. La motivation apparaît comme la seule garantie de véracité, et le support de la convention. J'ai longtemps hésité à maintenir le tableau suivant, qui relève presque entièrement de l'imaginaire. Je l'ai fait uniquement parce qu'il donne une idée suggestive de ce qu'aurait pu être le passage d'une communication non humaine à un langage humain. Et beaucoup plus tard, d'un langage humain à un langage post-humain. Stade animal. Communication intentionnelle ou non, sous l'effet de l'instinct, par l'intermédiaire d'un répertoire fini de manifestations audio-orales, cris, ou autres moyens non-oraux, gestes, odeurs, fonctionnant comme signaux naturels non motivés parfois de type indice. On est en présence déjà du signe langagier, signifiant signifier. L'information reçue est exploitée par réaction, et non en action délibérée comme chez l'homme. Stade AUSTRALOPITHEQUE, -5 millions à -2 500 000. Maintien du dispositif dénotatif précédent auquel s'ajoute communication non intentionnelle à dimension connotative et en principe non informative, au moyen de mimes audio-oraux, type d'onomatopée, des sons de la nature et de ceux produits par l'être humain et sans doute de mimes visuels gestuels fonctionnant comme non-signaux de type image, activité ludique, babil. Stade habilis, -2 500 000 à -1 500 000. Utilisation des mimes précédents comme vecteurs de communication et d'information. Intentionnalité, signaux artificiels de type image, en parallèle avec les cris du stade animal. Le type image limite le champ du signal à la désignation signification du référent imité ou imitant. Stade erectus, -1 500 000 à -500 000. Lente désuétude des signaux animaux comme vecteurs de communication et d'information. Rationalisation parallèle du champ de la signification et du champ phonétique. Reconnaissance de traits pertinents communs à l'imitant et à l'imité, notamment lorsque l'imité et l'imitant sont les organes phonateurs. Onomatopée déictique, constitution d'un système sémiophonologique codifié. Mot-phrase base biconsonantique. Stade NEANDERTAL, -500 000 à -100 000. Les manifestations naturelles sont analysées, normalisées, et interprétées comme signifiant d'eux-mêmes qui deviennent signifiés. Utilisation de symboles, associations paradigmatiques et articulations syntagmatiques en ce qui concerne les sémiophonèmes, phrases bimots. Les symbolisations tropiques servent à nommer des perceptions idées possédant des traits pertinents analogues. Ce point est valable à toutes les synchronies. Stade sapien, -100 000 à -40 000. Association syntaxique, proto-langage. Les sémiophonèmes se lexicalisent, bimots avec relation de type thème-propos. L'association articulation met en relation des perceptions idées dans un mouvement logique et chronologique, en vue d'une signification complexe débouchant sur l'action, égale information. Stade Cro-Magnon, -40 000 à -12 000. Développement de la morphosyntaxe sur substrat phonologique. Stade POSTGLACIAIRE, -12 000 à -5 000. Augmentation du nombre de phonèmes pertinents, intercalation progressive de la couche morphématique, exemple de l'indo-européen, voir page 107 SQUARE. PERIODE du PROGRESLINEAIRE, -5000 à 1900. Développement des types de textes,
en commençant par la narrativité métaphorique et symbolique, néolithique, antiquité, etc. Écriture, -3000, et ses développements documentaires, imprimerie puis enregistrement audio et en ligne, télégraphe, téléphone, diffusion radio. Stade de la complexité, 1900. Développement des abréviations, sigles, acronymes, onomatopées, argot, langage crypté, transcription accent aigupellative, SMS, etc. Modernisation et diversification des documents, bandes, disques, informatisation et numérisation, de la diffusion, ordinateur multimédia, des voies linéaires, télévision, Internet, téléphone mobile. 2. Histoire des théories des origines du langage. Les philosophes grecs ont été les premiers à s'intéresser à la nature du langage, chacun pour les besoins de sa cause, notamment les stoïciens, qui ont établi la définition du signe comme un système de 3 fonctions, la chose, le mot, le sens, et Platon qui a exploré les relations entre forme du signifiant, le mot, et forme du référent, la chose, voir page 41. Leur réflexion visait surtout à comprendre les principes de fonctionnement du langage, pas spécifiquement son origine. Quant au judéo-christianisme, en proclamant conformément au texte biblique que l'origine du monde est en Dieu, il livrait une solution théologique globale qui a eu pour effet d'inhiber un questionnement sur l'origine propre du langage. Au XVIIIe siècle, il se trouve des auteurs tels qu'Ostado 1717, voire Bosé dans l'Encyclopédie 1765, pour réaffirmer que le langage est un don miraculeux fait par Dieu à Adam et Ève conformément au livre de la Genèse. Pour Cours de Gébelin 1776, davantage détaché de la littéralité biblique, le monde est une allégorie. Le langage existe de manière immanente dans les objets de la création, et Dieu le révèle en son temps et sous sa forme particulière selon les espèces. Tous ceux qui, comme lui, ont cru à la réalité de ce premier langage divin, étaient persuadés qu'il se caractérise par l'indissociabilité du signifiant et du référent, autrement dit que le mot et la chose ne font qu'un. Langage de vérité, dans lequel par essence il est impossible de se tromper ou de mentir, langage surtout porteur de puissance créatrice, puisque constitué des mêmes mots dont Dieu s'était servi pour former le monde. Mais l'identité de ce langage est brisée depuis Babel, et Cours de Gébelin s'assigne la tâche de retrouver dans les racines des idiomes à la dérive quelques traces de la perfection perdue. Dès le début du même siècle, issue de l'empirisme de Locke, s'était développée la théorie sensualiste de la connaissance, en anglais sensationism, opposée à l'innéisme de la pensée qu'avait soutenu Descartes. Le principal représentant de ce courant philosophique est Condillac, 1746, pour qui connaissance, langage et fonctionnement psychique sont coextensifs. Les perceptions, liées aux organes sensoriels, constituent la base de la connaissance. C'est à partir des sensations éprouvées, définies en termes épicuriens d'agréable et de désagréable, qui invitent à en jouir ou à s'y dérober, que se développent toutes les fonctions mentales telles que l'entendement, la réflexion, la volonté ou le désir. Le langage, fondé sur l'organe vocal, se manifeste à l'origine sous forme de gestes et de cris entremêlés qui scandent les sensations, puis les progrès de la réflexion, au sens premier de se renvoyer à soi-même une connaissance pour en prendre conscience, entraînent peu à peu l'autonomie aussi bien des gestes, plus précis et mieux ordonnés à leur fin, que de la parole, dont la mise en articulation des sons et des mots aboutit à rendre possible la désignation des objets et l'expression d'idées. Le langage permet donc conjointement d'élaborer la pensée, notamment abstraite, et de la communiquer. Dans ce domaine, Condillac se rapproche des nominalistes. Toute idée générale est une extrapolation à partir de la dénomination d'un référent singulier. De ce point de vue, il reconnaît le caractère hypothétique de son explication et qualifie l'origine du langage de fiction épistémologique nécessitée par un devoir de philosophe. Rousseau, à partir de 1755, ne cherche ni quand ni comment l'être humain a acquis son langage, mais la raison pour laquelle il s'est mis à user d'une langue, le pourquoi de cette faculté. Convaincu que chaque langue porte en elle une façon d'être au monde, il se demande laquelle conserve le mieux non pas comme Cours de Gébelin, la pureté des origines, mais la fidélité à l'idéal de la parole, qui l'identifie au dialogue entre des sujets réceptifs et à la poésie. En effet, les langues, qui sont soumises à l'histoire, considérées par Rousseau comme un processus de dénaturation, sont devenues utilitaires, rationnelles et prosaïques,
et la nécessité d'exprimer des besoins a généralisé une relation de sujet à objet, sous le mode de l'égoïsme. Mais la parole véritable existe encore. Il la retrouve dans le chant, c'est-à-dire dans sa consubstantialité avec la musique qui, dit-il, exprime les passions et les fait naître à la fois. Musique et langage sont nés ensemble sous la forme du chant, d'où l'importance attachée par Rousseau à la voyelle, la mélodie, le ton, à tous les aspects prosodiques et à la voix elle-même. Il affirme d'autre part que la faculté de langage est antérieure à l'existence d'une langue. L'homme commence par avoir la capacité de signifier, puis il choisit de l'incarner dans une phonation donnée. Il souligne que le langage humain n'est pas inné mais appris, ce qui le rend perfectible et le distingue de ce fait des communications entre animaux. Le premier à avoir fait œuvre de linguiste avant la lettre fut de Brosse, 1765. Il rejoint la position cratilienne de la justesse des mots, c'est-à-dire l'existence d'un lien de nature analogique entre le mot et la chose qu'il désigne, que l'étymologie est en puissance de révéler. Mais constatant d'autre part l'extrême disparité des racines des langues et l'impossibilité de les ramener à un ensemble cohérent, il opère à la manière d'un naturaliste, à la suite d'ailleurs de son pays Buffon, en classant les différents sons du langage en fonction de leur lieu articulatoire, puis en procédant à leur réduction à la forme la plus simple, appelée en linguistique l'archiphonème. Ainsi il regroupe les sons P, B, M, F, V dans la classe des labiales, sans tenir compte des oppositions de voisement et de nasalité, et en précisant que dans l'histoire des langues les fricatifs sont apparus après les occlusives. Puis il définit un ordre ontogénétique d'apparition de ces phonèmes chez l'enfant, tout en supposant qu'il en a été de même dans l'ordre phylogénétique. D'abord la voyelle, sans distinction, puis la labiale, la dentale, la linguale, la vélaire et la sifflante. Puisque, dit-il, le mot est une peinture de la réalité, l'origine du langage se trouve dans ces sons simples et primitifs, qui dépendent des possibilités articulatoires de l'être humain et de la nature des choses nommées. En observant certains mots existants, il trouve par analogie l'essence des sons. Par exemple le T dental, la plus ferme des lettres, a été machinalement employé pour désigner la fixité, comme il se voit dans le latin ster, être debout, immobile, et chez ses descendants et équivalents dans d'autres langues, le K est employé pour désigner des cavités et des creux car la gorge est l'organe le plus cave. Quant à S, qui se joint volontiers aux autres articulations, il le considère comme un augmentatif qui rend la peinture plus forte. En transcrivant les mots des langues en cet alphabet organique, à 6 phonèmes, il fait apparaître des rapports cachés entre les mots et entre les langues, et dévoile, sous les différences imputables à l'évolution, aux erreurs humaines et au contact entre langues, l'unité fondamentale du langage. Il donne l'exemple du latin peregrinus, français pèlerin, qui aboutit par emprunt à une forme bilgramme dans un dialecte allemand. Pour lui rien n'a changé, il y a toujours une séquence labiale linguale vélaire nasale, car les changements qui affectent les sons au sein du même organe comptent pour rien. Malgré tout, les suites ininterrompues d'évolution et de dérivation ont fini par effacer la motivation et donner l'impression de l'arbitraire. Pourquoi une sorte de céréale est-elle désignée par le mot seigle, demande-t-il. Parce que l'étymon latin sécale se rapporte lui-même à sécaire coupé, du fait que le seigle est scié par la faucille à la moisson. Et la Sologne, appelée dans l'Antiquité Secalaounia, a été nommée plaine de seigle parce qu'il s'y en récolte beaucoup. De Brosse ne propose aucune loi phonétique, mais insiste sur la permanence et en quelque sorte la résilience des fondements du langage dans les langues évoluées, exemple de l'universalité des mots papa et mama. Il subsiste donc des indices du premier langage dans toutes les langues du monde et bien que plus personne ne l'utilise, tout locuteur ne manque pas d'emporter en soi la capacité physiologique et la motivation potentielle, souvent actualisée dans les néologismes. Il donne l'exemple de sein, qui est l'interjection dont on se sert pour faire rester quelqu'un dans un état d'immobilité, à mettre en regard avec le latin ster. Mais si ces fondements sont reconstituables, cet état de langue n'est pas linguistiquement reconstructible. Le système hypothético-déductif de Brosse interprète les éléments de langage à partir de leur origine SPE accent aiguculé, les évolutions historiques étant des faits entérinés mais qui ne reçoivent pas d'explication. Or l'étymologie rationnelle cherche à retrouver les formes et les sens originels en remontant du présent vers le passé, du connu vers l'inconnu. Il n'est pas certain que les résultats des deux méthodes se croisent.
En Allemagne, Herder est le découvreur du trait pertinent. Pour lui, les cris spontanés ne peuvent constituer l'origine du langage humain. L'homme perçoit le monde et en isole mentalement un objet, par exemple un mouton, qu'il identifie par une de ses caractéristiques, en l'occurrence le bêlement. Le son du bêlement est pris pour le nom de l'animal, qui est celui qui bêle, et pour le nommer il suffit de mimer un bêlement. Ceci, dit-il, est suffisant pour constituer un langage, pour dire le monde, la présence d'un interlocuteur n'étant pas indispensable. Tous ces auteurs s'accordent pour signifier que le langage n'est pas d'origine divine, mais naturelle et ou humaine. Les deux vont de pair, mais une origine humaine implique une intentionnalité de la part du premier parlant, ce qui est l'avis de Vico dès 1744, ainsi que de Brosse et de Herder, alors qu'une origine seulement naturelle pourrait vouloir dire que le langage est né de soi-même, comme le soutient Condillac. Les signes sont une institution humaine, mais elle n'est ni arbitraire ni réfléchie, elle vient de l'impulsion naturelle, de façon que les langues sont œuvre de la nature et qu'elles se sont formées pour ainsi dire sans nous. Si Herder est le seul à envisager la possibilité d'un langage auto-individuel, les autres insistent sur son caractère fondamentalement communicationnel et oral. Pour Vico, le langage s'est constitué parce que l'homme est un être sociable et enclin à communiquer. Pour de Brosse, même s'il n'y avait pas au départ de nécessité de communiquer, l'homme est de toute façon un être bruyant comme le prouve le cri à la naissance. Ce constat entraîne la question de savoir comment les premiers parlants se sont compris entre eux. Étant donné que le langage sert à structurer, voire à créer la connaissance de la réalité, comme les mathématiques, c'est, pour Vico, préfigurant Habermas, à partir de la compréhension commune que s'impose le consensus sur son expression linguistique. On trouve la même chose chez de Brosse, pour qui d'une part la pensée présuppose le langage, de l'autre le langage présuppose un accord sur l'emploi des mots. Or ceci aboutit au paradoxe de la convention originaire, selon l'expression de Condillac, confirmé par Rousseau qui considère à la fois que les langues sont des systèmes conventionnels, mais que pour passer une convention il faut disposer d'une langue. La convention se définit par rapport à un premier type d'arbitraire, celui du libre arbitre absolu qui rendrait loisible d'utiliser n'importe quel signifiant pour désigner n'importe quel référent. Théoriquement possible, il est contredit dans les faits puisque jamais observé, les différents paradigmes d'une langue étant toujours régulés par des codes. Raison pour laquelle Cour de Gébelin est d'avis que les premiers qui donnèrent des noms aux choses n'inventèrent pas ces mots, car ni la fantaisie ni l'arbitraire ne peuvent avoir autorité ni faire loi. De la sorte, les mots auraient une raison d'être ce qu'ils sont, et tels qu'ils sont, ils seraient le fruit d'une motivation. Mais cette conception s'oppose à un second type d'arbitraire, connu sous le nom d'arbitraire du signe, que Saussure mettra plus tard en exergue, en vertu duquel il n'existe aucun rapport naturel entre le signifiant et le signifié d'un mot. Le fait que la convention crée une obligation fonctionnelle sans qu'il soit possible d'en analyser la raison génétique, constitue une impasse épistémologique qui, à cette époque, a fini par jouer en faveur d'une origine divine du langage. Or, après avoir fait sortir Dieu par la grande porte, il n'était plus crédible de le laisser rentrer par la fenêtre. C'est pourquoi Condillac, qui jugeait en 1746 que les règles de fonctionnement du langage sont indépendantes de l'individu, finit par accepter en 1775 la théorie de l'analogie et de l'imitation naturelle de Brosse, à la fois parce qu'il donne au mot, signifiant, un rôle médiateur entre la chose, référent, et le sens, signifié, et dans l'objectif d'asseoir définitivement l'origine laïque du langage et de l'ensemble des facultés de l'esprit. Si la thèse de l'imitation par analogie a tout de même fini par être abandonnée, c'est parce qu'on s'est rendu compte que, d'une manière générale et dans aucune langue actuelle, le signifiant n'a de valeur sémantique. Il est en effet impossible de montrer que sa forme est nécessaire à la signification, que ce soit en lui-même, au regard de son signifié ou par rapport au référent qu'il désigne. Un vide inexplicable sépare le mot et la chose à l'intérieur du signe. Avec beaucoup de pessimisme et de poésie, certains auteurs ont tenté d'identifier ce vide à la culture, dans laquelle vivent les hommes, à l'opposé de la pleine nature, dont ils sont séparés pour toujours. Comme quoi l'esprit humain est très imaginatif pour meubler l'espace de son ignorance. 3. Situation du langage et AUTOORGANISATION.
Peggy et Temanien rappellent que le modèle scientifique, en général, a tendance à mettre entre parenthèses l'homme en tant que sujet, parce que sa singularité existentielle ne s'accorde pas avec l'exigence d'objectivité et le principe d'abstraction, et que son libre arbitre contrarie la notion fondamentale de déterminisme. Avant d'entreprendre l'analyse des données qui permettront d'engager la réflexion sur la manière dont le langage humain a pu naître, il s'avère donc nécessaire de discuter de la divergence entre la vision humaniste de l'origine du langage prônée dans l'introduction et l'auto-organisation, notion centrale d'un courant de pensée contemporain qui a la faveur de nombreux scientifiques et philosophes, de William Ashby à Edgar Morin et Henri Atlan. Suivant cette théorie, au cœur de la débandade anthropique de l'univers apparaissent des bulles de négantropie qui s'organisent d'elles-mêmes en systèmes autonomes, imbriqués ou non les uns dans les autres. Comme ces manières d'appendices consomment davantage d'énergie et augmentent de ce fait l'entropie générale, ils sont expliqués comme des cas particuliers de dissipation de l'énergie régulée par des catastrophes de seuil. Exemple de ces phénomènes, les écosystèmes, les cyclones, les mouvements de foule, la vie, etc. Et paraît-il, le langage. De fait, le langage possède de sérieux indices d'auto-organisation. L'émergence, qui désigne la capacité des éléments d'un système à produire une structure à l'échelle de celui-ci, sans qu'elle se manifeste au niveau de ses composants. Deux illustrations. Avec des éléments microscopiques comptés, les phonèmes, les morphèmes, le langage construit par interaction entre eux des structures macroscopiques illimitées, les textes. Le tout obtenu, le sens des textes est plus que la somme des parties, le sens des mots. Par ailleurs, chaque usager du langage peut être considéré comme un composant d'un dialogue universel, donnant et recevant de l'information par le vecteur d'une langue dont il n'a conscience ni des règles de fonctionnement, c'est le rôle de l'école de tenter de l'y éveiller, ni du développement historique, perceptible seulement au bout de plusieurs générations, et sur laquelle il n'a individuellement aucune influence. L'homéostasie, autrement dit la régénération permanente de la structure fonctionnelle, remarquable à chaque coupe synchronique, malgré les évolutions anthropiques, par ailleurs constitutives des langues que subissent les formes. Autrement dit, le langage est à tout moment utilisable et efficient, bien qu'il ne soit jamais le même d'un lieu ou d'une époque à l'autre. Le hasard, seul facteur permettant de rendre compte de la succession et des trajectoires des interactions, sachant que la notion d'auto-organisation programmée de l'extérieur serait une contradiction dans les termes. Ainsi, les évolutions phonétiques et lexicales, la dialectalisation des aires linguistiques, l'apparition des coïnés, entre autres, se produisent d'elles-mêmes et ne sont pas prévisibles. Le hasard ne doit pas être compris comme une absence de cause, mais comme une non-programmation par le système qui, lorsqu'il rencontre des perturbations non prévues, dénommées bruits, ne réagit pas en se désintégrant mais en s'organisant de manière plus complexe. Enfin, la récursivité, le retour amont, feedback, et la redondance, toute propriété qui laisse penser que le langage en sa genèse puisse découler d'un processus de complexification par le bruit tel qu'esquissé à grands traits ci-dessous. L'hypothèse d'Atlan, sur le plan biologique, se fonde sur la théorie de l'information et de la communication de Shannon Weaver, 1949, a fortiori applicable au langage. À chaque étape du processus de la communication peut apparaître une perturbation spécifique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.